Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de déterminants. C'est donc la troisième vidéo que je consacre à ce sujet et l'avant-dernière. Donc un petit résumé de ce qu'on a vu avant pourrait peut-être être utile hein, pour qu'on parte tous sur des bonnes bases. Donc si on note E à un K espace vectoriel de dimension n, donc supérieur ou égal à 1, voilà. Une forme n linéaire alternée, hein, c'est le même n, attention. C'est une application donc, qui prend n vecteurs de E et qui donne comme résultat un nombre, un scalaire, et qui doit vérifier donc les propriétés d'être linéaire par rapport à chacune des variables, c'est-à-dire que si je fixe des valeurs, des vecteurs x1, xi-1, xi plus 1, xn là-bas, et qu'on fait varier par rapport à x, cette application-là, qui va donc de E dans K, est une forme linéaire, voilà, et c'est pareil pour tous les endroits. Et d'autre part, si on prend pour deux crans différents i et j, xi égale xj, c'est-à-dire s'il y a deux vecteurs là-dedans qui sont égaux, à des places différentes bien sûr, et bien alors phi de x1 xn doit être égal à 0. Ça c'est la partie alternée. Donc n linéaire, linéaire par rapport au n variables, alterné, c'est ça. Et donc le résultat que nous avions vu, c'est que l'ensemble des formes n linéaires alternées est un espace vectoriel de dimension 1. Autrement dit, une fois qu'on en a une, eh ben, on les a toutes en multipliant par un scalaire. Alors ce résultat, honnêtement, je pense qu'en mathématiques, il sert à peu près à rien. Mais alors pourquoi je vous embête déjà à faire une vidéo où je vous les explique, et après en reparler dans une deuxième vidéo. C'est pas très cohérent cette affaire. Alors effectivement, vous allez voir qu'on va démontrer des théorèmes qui sont, eux, très utiles en utilisant cette propriété, et je n'ai pas trouvé de moyen simple de faire ça en fait. Donc ça c'est un peu technique, on l'a vu, mais ça simplifie beaucoup les preuves après, de choses qui elles sont très utiles, parce que sinon honnêtement ce théorème en tant que tel, je crois qu'on peut l'oublier rapidement. L'important c'est ses conséquences, quoi. Ok, allez, rappelons donc d'autres choses. Si on choisit une base, donc E1, E2, En, puisque E est de dimension n, hein, toujours le même n, la n-forme linéaire alternée d'être de B, eh bien, donc, vu que c'était de dimension 1, il suffit de fixer une valeur pour la déterminer. Enfin, on avait dit c'est celle qui vaut 1 quand on choisit justement la base, d'accord, pour l'évaluer. Quand voilà, on choisit les vecteurs E1, E2, E3, En, eh bien, ça doit donner la valeur 1. Et celle-là s'appelle donc le déterminant par rapport à la base B. Alors, ensuite, si on prenait une matrice, donc carré, d'ordre n, toujours le même n, donc formée de n vecteurs qui eux-mêmes sont n coordonnées, et donc les vecteurs colonnes C1, C2, Cn, et bien alors donc le déterminant de ces n vecteurs par rapport à la base canonique de k puissance n, vous connaissez la base canonique, hein, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Et bien donc cette application-là, on l'appelle le déterminant de A, et donc c'est le nombre, hein, c'est donc un nombre, hein, qui a, voilà, à chaque matrice associe un élément de K. Et on est allé un petit peu plus loin, on avait vu la formule qui tue. Donc le déterminant d'une matrice A, ça se note comme ça. La seule différence, c'est que les bords de la matrice sont notés avec des barres droites au lieu d'être notés avec des parenthèses. Et donc, ce à quoi ça correspond de façon concrète, même si la formule est un peu dure à comprendre, c'est ça correspond à choisir en fait dans chaque colonne un élément et à multiplier le résultat de tout ça. Autrement dit, là, je peux choisir A1, 3 par exemple. Alors à ce moment-là, plutôt A3, 1, parce que c'est des 1 ici. Et donc là, sigma 1 vaudra 3, voilà, je l'appelle sigma 2, 1, 3. Ensuite, par exemple, ici, je choisis le premier, bah alors sigma 2, 2, ce sera 1. Et j'ai jamais le droit de choisir une ligne que j'ai déjà pris, d'accord? Donc chaque colonne choisit un numéro et jamais le même. Et donc les numéros que j'ai choisis, je les appelle sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, et ainsi de suite. C'est jamais le même, donc ça représente bien une permutation de l'ensemble 1n dans 1n, qu'on appelle sigma. Et on fait le produit de tous ces éléments-là. Et on fait la somme de tous les produits pour toutes les façons de choisir. Alors ce serait un peu trop simple, c'est déjà bien, c'est pas assez compliqué comme ça, ce serait pas drôle. Donc en plus, il faut multiplier chacun des produits là par un signe qui se trouve être la signature de la permutation sigma. Donc voilà, par exemple, ça commence, ce terme-là, par A11 fois A22 fois A33 fois AI fois ANN, vous voyez la première diagonale là. Eh bien, voilà, si je coupe par rapport à la première diagonale, il y a ce terme, le produit de tout ça, et là c'est la permutation qui est à l'identité, hein, sigma 2 1 égale 1, sigma 2 2 égale 2, etc. Donc sa signature est 1. Donc toujours dans le déterminant, ça commence, en tout cas ça contient le terme A, le produit des éléments de la diagonale. Plus d'autres choses. Ok, donc cette formule-là, inutile de vous dire qu'on l'utilise à peu près jamais, hein, sauf pour les matrices de taille 3-3 ou 2-2, pour trouver les déterminants, parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, il y a d'autres astuces surtout. Pour 3-3, c'était la règle de Sarus que je vous avais dit d'apprendre par cœur, hein, donc voilà. Ok, et donc si vous ne connaissez pas tout ça, c'est que vous avez raté la vidéo précédente et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok, donc voilà un peu les résumés, donc on va enchaîner maintenant à partir de ça. Alors,
Premier exemple, prenons une matrice diagonale. Autrement dit, c'est une matrice telle que voilà, les coefficients en dehors de la diagonale sont égaux à 0. Hein. Autrement dit, si i est différent de j, dij est égal à 0, l'élément nul du corps K. Ok. Bon, bah alors du coup, quand on fait des produits, vous voyez, je choisis un élément sur la première colonne, multiplié par un élément de la deuxième, multiplié par un élément de suite, bah, si on ne prend pas identité, si je ne prends pas 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, bah, il y a toujours un 0 au moins dans la boucle. Et donc 0 fois quelque chose, ça fait 0. C'est ça qui est bien. Donc autrement dit, le seul terme qu'il y a, bah, c'est ce terme-là. D'accord, hein, si sigma n'est pas égal à l'identité, ce terme-là vaut 0. Et donc le seul terme qui reste, c'est justement bah, celui dont je parlais avant, le produit des éléments de la diagonale. Ok? Donc voilà, donc dans ce cas-là, il n'y a que ça. Donc le déterminant, il est très facile pour une matrice diagonale, au moins, c'est le produit des éléments de la diagonale. Jusque-là, tout va bien. Alors, cas particulier, si on prend la matrice identité, vous savez qu'il y a des zéros partout sauf des 1 sur la première diagonale, eh bien, son déterminant est donc égal au produit des 1, ce qui fait 1. Ok. Alors, première propriété, donc si on multiplie une matrice par lambda, alors piège, hein, le déterminant n'est pas multiplié par lambda, mais multiplié par lambda puissance n. Alors pourquoi ça? Bah, rappelez-vous, en fait, parce que si je multiplie une matrice par une valeur lambda, toutes ces colonnes sont multipliées par lambda. Or, ça doit être linéaire par rapport à chacune des variables, donc par rapport à chacune des colonnes. Donc, le déterminant de, je sais pas moi, 3 fois la première colonne et je ne change rien du reste, c'est 3 fois le déterminant de la première colonne et du reste. Donc là, s'il y a lambda fois la première, je peux le sortir, lambda fois la seconde, je peux le sortir, lambda fois la troisième, je peux le sortir. Donc on dit, quand je multiplie toute la matrice par lambda, j'ai multiplié chaque colonne des n colonnes par lambda, et donc quand je sors tous les lambda, ça fait lambda puissance n fois le déterminant de A. Ok, donc voilà la première propriété, donc il faut se méfier. Ensuite, on pense souvent peut-être que bah voilà, ça doit être, on est en algèbre linéaire, donc tout est linéaire, tout se passe bien, ça doit être compatible avec la somme. Alors, bon, c'est faux, hein, je ne vous le cache pas tout de suite, voilà, je spoil. Prenons un exemple quand même pour bien s'en rendre compte. Je prends des matrices très simples, diagonales, de taille 2. Déterminant de celle-là, c'est AB. Déterminant de celle-là, c'est CD. Je les ajoute, j'obtiens ça, A plus C, B plus D. Son déterminant, c'est donc A plus C fois B plus D. Et vous voyez bien comme moi que ça va être très rare hein, que AB plus CD ce soit égal à A plus C fois B plus D. Hein. Ok? Donc vous voyez, quand on développe, il faut que CB plus AD ce soit égal à 0, il n'y a aucune raison que ça arrive. Donc non, en fait, en pratique, ça va très rarement marcher cette formule. Il faut vraiment trouver des cas très particuliers pour que on puisse avoir cette formule-là. Parce que même avec les matrices diagonales, vous voyez, déjà, ça ne marche pas. Donc non, attention, le déterminant, c'est une forme n linéaire, et ça veut dire pas linéaire. D'accord? N linéaire, ça veut dire non linéaire. Enfin, ça veut dire, le n, c'est pas le n de non, hein. Mais il faut bien se méfier, parce qu'on a souvent l'impression de croire que c'est plus fort ou pas. Non, non. Si on est bilinéaire, par exemple, pour les déterminants de 2, ben, on n'est pas linéaire. Voilà. On ne peut pas être les deux. D'accord? Donc voilà, le déterminant n'est pas une application linéaire. Donc voilà, donc du coup ça ne marche pas du tout ça, et même le lambda, c'était lambda puissance n, vous voyez, donc voilà une propriété qu'on n'a pas. C'est linéaire par rapport à chacune des colonnes, mais pas globalement. Ok, donc voilà un piège qu'on va éviter. Alors par contre, là où c'est bien, c'est que le déterminant d'une matrice ou de sa transposée, c'est pareil. Autrement dit, je vous disais de choisir un élément sur chacune des colonnes, jamais le même, que vous choisissez un élément sur chacune des lignes, jamais le même, vous faites la même chose, ça marche aussi. Alors la preuve est un tout petit peu technique, mais c'est pas rien de sorcier. C'est donc on prend une permutation de Sn quelconque, autrement dit un choix d'indices, hein, un choix de nombres, là, sigma 1, sigma 2, sigma n, donc qui sont compris entre 1 et n, et, dans n'importe quel ordre, donc voilà. J'écris ça comme ça, eh bien, une autre façon de l'écrire, qui est toute bête, c'est de dire, bah, 1, là, c'est sigma moins 1 de sigma de 1, où sigma moins 1 est la permutation inverse de sigma. Toutes les permutations sont bijectives, et donc c'est une façon de mélanger, la façon de remettre dans l'ordre, donc voilà. Donc je peux écrire ça comme ça, ce qui complique, hein, on ne voit pas trop pourquoi. Mais sauf que ça, en fait, regardez, par exemple, si sigma de 1 c'est 4, bah, ça commence par A4, sigma moins 1 de 4. Après, par exemple, ça va être A8, sigma moins 1 de 8. Et ainsi de suite, AN, sigma moins 1 de n. Donc, tous ces termes sont de cette forme-là. Donc, quitte à les remettre dans l'ordre, je peux commencer à dire, tiens, bah, il y a un endroit, il y a A1, sigma moins 1 de 1. Je ne sais pas où, peut-être c'est à la fin, peut-être que c'est sigma n qui vaut 1. Mais il y a A1, sigma moins 1 de 1, bah, je le mets au début. Ensuite, il y a A2, sigma moins 1 de 2, je le mets au début. Donc voilà, quitte à remettre les termes dans l'ordre, puisque un produit c'est commutatif, ça, c'est égal à ça, dites donc. Jusque-là, bon, tout va bien. Donc le déterminant de A, qui était, je vous le rappelle, la somme de tous ces produits comme ça affectés
de la signature de sigma, c'est la somme de tous les produits comme ça affectés de la signature de sigma. Mais la signature de sigma et la signature de sigma moins 1, c'est la même chose. Si tout ça c'est du chinois, je vous rappelle que j'ai tourné des vidéos sur le groupe symétrique où j'explique ça très bien. Donc une signature et son inverse ont une permutation et son inverse ont la même signature. Donc finalement, le déterminant de A qui était donc le produit de la signature de sigma fois la somme de tous ces produits-là affectés multipliés par la signature de sigma, c'est finalement la somme de tous ces produits-là affectés de la signature de sigma moins 1. Donc vous voyez, c'est la somme de tous ces trucs-là. Mais ça, si on regarde bien, vu que je fais la somme pour toutes les permutations, donc je fais la somme sur tous les inverses des permutations. Mais c'est la même chose que la somme sur toutes les permutations finalement. Donc si sigma, je l'appelle, vous voyez, je remplace sigma moins 1 par sigma, c'est la même chose au final. Parce que je fasse la somme de tous les inverses, en fait j'obtiens tout le monde. Parce que tout le monde est inversible. Et donc c'est bien cette somme des A1 sigma de 1 à N sigma de N. Et ça, par définition, vous voyez, c'est le déterminant de la transposée de A. Parce que la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les indices. Donc voilà, donc une matrice est transposée, même combat, même déterminant, la vie est belle. Ok, alors, propriété hyper importante, déterminant est compatible avec le produit. Alors ça c'est surprenant, parce que déjà avec la somme ça marche pas. Det de A plus B, donc on pourrait se dire, bah voilà, déjà ton truc c'est compliqué quand même. Hein. Eh ben avec la produit, det de A fois B égale det de A fois det de B. Alors, vous avez vu la tête de la formule? Si je vous dis allez-y, allez, montrez-moi ça. Donc vous voyez la formule qui tue avec les epsilon de sigma, où il faut remplacer les AI par les coefficients qu'on obtient en faisant le produit de AB, vous savez, la somme des AIK BKJ là. C'est du délire. Comment on va pouvoir montrer un résultat, alors qui est aussi joli que ça, mais sans faire des calculs monstrueux? Et bien c'est là qu'on va se servir du fait que les n-formes linéaires alternées, cette dimension 1, c'est pour ça que je l'ai gardé de côté au chaud, parce que sinon, vous imaginez la galère? Bonne chance, hein. Moi je ne sais pas faire, hein. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais avec la formule qui tue, là, des produits, des permutations, démontrer un truc pareil, pouf. Alors que là, vous allez voir, c'est pas enfantin, c'est pas super simple, c'est astucieux, donc il faut quand même y penser et tout, mais quand on connaît l'astuce, c'est pas dur. Alors, allons-y, donc l'astuce est la suivante. On prend la base canonique de k puissance n, donc on appelle E1, E2, En, donc vous voyez, par exemple, E1 c'est 1, 0, 0, 0, 0 jusqu'à n. Et je considère donc l'application phi A, donc qui dépend de A, hein, donc qui a n vecteurs x1, x2, xn de k puissance n, m'associe le nombre défini par le déterminant par rapport à la base canonique de a fois x1 jusqu'à a fois xn. Ok, donc voilà, ax1, x2, xn sont des vecteurs de k puissance n, donc par rapport à la base canonique, le déterminant de ces choses-là existe. Pourquoi pas? Et donc cette application-là, finalement, phi A, elle existe. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Déjà, on peut regarder, c'est qu'elle est linéaire par rapport à chacune des variables, parce qu'effectivement, si je remplace xn par lambda xn1 plus xn2, finalement, ici, ça va faire a fois lambda xn1 plus xn2, mais la multiplication par a est linéaire. Et comme le déterminant est n linéaire, finalement, ça va être linéaire par rapport à cette variable, autrement dit, phi a est une forme n linéaire. D'autre part, elle est encore alternée. Pourquoi? Alors c'est encore plus facile, parce que si par exemple x1 égale x2, et ax1 égale à x2, et donc le déterminant de deux trucs qui sont égaux, ça vaut 0, et donc voilà, si deux vecteurs sont égaux au début, ça fait 0 à la fin. Donc c'est bien une forme linéaire alternée, et donc on utilise notre fameux théorème qui dit que c'était de dimension 1. Autrement dit, il y a un coefficient alpha a qui fait que phi a, cette application phi a, finalement, c'est un multiple de notre n-forme linéaire alternée déterminant par rapport à la base canonique de x1, xn. Comme l'ensemble de toutes les n-formes alternées, cette dimension 1, et qu'on en a déjà une, déterminant, eh bien, elle, c'est un multiple de celle-là. Alors effectivement, j'ai mis que le multiple alpha, il dépendait de A, parce qu'effectivement, celle-là dépend de A, et bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut essayer de trouver alpha A? Alors évidemment, la réponse est oui, sinon je ne poserai pas la question. Alors, comment on fait? En pratique, on va remplacer les x1 et xn ici par E1, E2, En, la base canonique de k puissance n. Donc, phi A de E1, E2, En, si je remplace ici, le déterminant de BC par rapport à la base canonique de E1, E2, N, ça vaut 1 par définition. Hein, c'est justement la forme n linéaire alternée qui vaut 1 sur E1, En. Donc voilà, c'est fait pour. Okay. Donc ça fait 1. Donc ici, j'obtiens alpha. Très bien, le remplaçons maintenant ici. Donc je remplace x1, x2, xn par E1, E2, En, la base canonique. Alors j'obtiens le déterminant donc, par rapport à BC de AE1, AE2, AEN. Mais AE1, c'est l'image de E1 par la matrice A, l'application associée à la matrice A, autrement dit, c'est
hein, par multiplication, oui, je multiplie A par 1, 0, 0, 0, si vous préférez, le vecteur colonne avec des 1 et des 0, bah, quand on multiplie, à chaque fois on prend le premier terme de la ligne, multiplié par 1, les autres multipliés par 0, ainsi de suite. Donc le produit, finalement, ça fait la première colonne. Donc, ça, c'est la première colonne de la matrice. Et ainsi de suite, c'est pareil. AE2, c'est la deuxième colonne de la matrice. AE3, la troisième, ainsi de suite. AEN, la dernière colonne de la matrice. Autrement dit, cette chose-là, c'est la déterminant par rapport à la base canonique des vecteurs colonnes de la matrice. Mais ça, justement, par définition, si le déterminant des vecteurs colonnes, c'est ce que j'ai dit il y a 30 secondes, c'est, un peu plus que 30 secondes, c'est le déterminant de la matrice A. Donc finalement, voilà, alpha A, c'est donc le déterminant de la matrice A. Donc pour résumer ce qu'on vient de trouver, on a montré que pour toute matrice A, pour tout n-uplet vecteur x1, x2, xn, eh bien, l'application phi A, autrement dit déterminant par rapport à la base canonique de ax1, ax2, axn, c'est égal au déterminant de A multiplié par le déterminant par rapport à la base canonique de x1, x2, xn. Voilà, donc c'était ça le plus dur. Maintenant, pour finir la preuve, il nous suffit de l'utiliser, donc je l'ai réécrit ici. Hein. Voilà, donc on a notre propriété là, il suffit de l'utiliser 2 fois de suite. Donc comment on fait? Ben, on prend deux matrices A et B, on prend des vecteurs x1, x2, xn, et puis on calcule donc déterminant par rapport à la base canonique de ABx1, ABx2, ABxn. Et donc, eh bien, d'après ce qu'on vient de voir, en appliquant au vecteur bx1, bx2, bxn, c'est donc déterminant de A fois le déterminant de bx1, bx2, bxn. Mais maintenant, on applique ça une nouvelle fois, c'est déterminant de B fois le déterminant de x1, x2, xn. Ok, donc on obtient cette belle formule-là. On remplace une nouvelle fois x1, x2, xn par e1, e2, en. Et qu'est-ce qu'on obtient cette fois? Eh bien, donc ici, ça s'élimine, ça fait 1. Donc on obtient déterminant de A, déterminant de B. Et là, on obtient donc déterminant de ABE1, et ainsi de suite, ABEN. Et comme on l'a vu avant, bah voilà, donc ça c'est le déterminant de AB fois E1, hein, et ainsi de suite, de AB fois EN. Et donc c'est la premier vecteur colonne de AB, le deuxième vecteur colonne de AB, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est le déterminant de AB. Et donc voilà, on a réussi à prouver cette formule sans trop souffrir, cette formule qui est vraiment infernale si on veut essayer de l'écrire avec la définition, avec les produits. Hein. Ok, donc des conséquences de cette formule, c'est ça que c'est là où c'est utile, ben voilà, c'est que si je prends une matrice, eh bien, je peux me rendre compte qu'elle est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Et l'inverse le déterminant de l'inverse d'une matrice, eh bien, c'est 1 divisé par le déterminant de A. Ok? Alors, une remarque. Oui, alors est-ce que ça sert à quelque chose de savoir ça? Parce que après tout, là, déterminant, on a fait plein de choses avec, mais c'était bien utile de faire ça? Alors oui, la réponse est oui, parce qu'en fait, si on fait le déterminant et toutes ces théories, c'est pour ça. C'est pour avoir un critère simple, pour un ordinateur, de déterminer si une matrice est inversible ou pas. Vous voyez la formule du déterminant, il y a des algorithmes assez performants, on verra d'autres méthodes pour le calculer. Il y a des bons algorithmes qui permettent de calculer très vite une matrice, le déterminant d'une matrice, et donc l'ordinateur peut répondre de manière automatique à cette matrice est inversible ou elle ne l'est pas. Cet endomorphisme est bijectif ou ne l'est pas. Vous voyez? Donc oui, c'est pour ça qu'on fait les déterminants. Je veux dire, j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent en prépa CAPES, en 3e, 4e année, demandent est-ce que cette matrice est inversible, c'est la seule médière qu'ils connaissent, quoi. D'accord? Ils ont complètement oublié les histoires d'injectifs, de bijectifs, de noyaux, de trucs. C'est comment on fait pour avoir cette matrice inversible déterminant? Alors bon, ça m'énerve, parce que moi j'aimerais bien qu'ils sachent un petit peu plus ce que ça veut dire, vous voyez? Mais bon, c'est vraiment le résultat fondamental. Alors, faisons la preuve, elle est évidente avec ce qu'on vient de faire. Là, pour le coup, c'est pas bien compliqué. Donc, si A n'est pas une matrice inversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs colonnes C1, C2, Cn, donc, ne forment pas une base, donc ils forment... Voilà, donc c'est une famille liée, une famille qui n'est pas génératrice, c'est comme on veut, parce que je vous rappelle qu'en dimension finie, tout ça c'est équivalent. Donc les C1, C2, Cn forment une famille liée. Autrement dit, il y a une combinaison linéaire, il y a un certain CK qui s'écrit comme somme des autres, des lambda I, CI, où I est différent de K, voilà. Ça c'est obligatoire, cette matrice n'est pas inversible. Et donc quand je remplace déterminant par rapport à BC de ça, je remplace CK par somme des lambda I, CI, comme c'est linéaire par rapport à la km variable, ça me fait somme pour i différents cas des lambda i déterminants de BC, de C1, C2, CI, C2, Cn, où il y a déjà CI quelque part ailleurs. Donc chaque terme là fait 0, et donc la somme de tous ces zéros fait 0. Ok, donc autrement dit, si A n'est pas inversible, son déterminant vaut 0. Donc dans l'autre sens, c'est encore plus simple, si A est inversible, donc il existe une matrice B telle que A fois B soit égale à l'identité. Et bien à ce moment-là, le déterminant de AB, donc c'est le déterminant de l'identité, donc c'est 1. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, déterminant de A fois déterminant de B, puisque déterminant de AB, c'est le produit des deux déterminants.
ça doit être égal à 1. Ben oui, mais alors ça veut bien dire que det de déterminant de A est différent de 0, parce que 0 fois quelque chose, ça ne peut pas faire 1. Donc voilà. Donc si A est inversible et pas inversible, son déterminant c'est 0. Si A est inversible, son déterminant n'est pas 0. Donc on a bien l'équivalence que A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et puis ensuite, bah là, la formule est toute bête. Vous voyez, déterminant de B, c'est bien 1 sur déterminant de A, hein, puisque déterminant de A fois déterminant de B, ça fait 1. Donc voilà. Donc l'autre, c'est une conséquence complètement évidente. Ok. La dernière remarque que je veux faire sur cette vidéo avant de passer au calcul du déterminant dans la prochaine, c'est la remarque suivante. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'on a une application linéaire f et qu'on a une base de l'espace de départ, E, eh bien, on peut associer la matrice de f par rapport à cette base, on l'appelle MB de f. Très bien. Eh bien, le truc qui est surprenant, parce qu'on pourrait se dire, si je choisis une autre base maintenant, j'ai une autre matrice, d'accord? Donc, un autre déterminant potentiellement. Eh bien non, ça fait toujours la même chose. Vous voyez, c'est pas du tout évident, a priori, comme ça. Hein. Alors, du coup, comme ça va être toujours pareil, ce que je vais prouver juste après, hein, bah, le déterminant de la matrice de M par rapport à de F par rapport à n'importe quelle base, on appelle ça le déterminant de F. Et donc on peut définir le déterminant d'un endomorphisme quelconque, vous voyez, sans, indépendamment de la base, de l'espace. On ne peut pas définir sa matrice indépendamment de la base. Comme on l'a déjà vu, il y a plein de matrices d'une même application linéaire, d'un même endomorphisme. D'accord ? Mais n'empêche qu'elles auront toutes le même déterminant. Okay ? Quand on a déjà vu qu'elles avaient déjà toutes la même trace, si vous vous en rappelez. Mais voilà, donc pourquoi ça? Alors c'est extrêmement simple, hein. C'est que si B et B' sont deux bases de E, alors la matrice de F par rapport à B et la matrice de F par rapport à B' sont deux matrices qui sont semblables. Hein. Autrement dit, il existe une matrice inversible P, d'accord, qui fait que voilà, P-1 fois 1 fois P est égal à l'autre. Hein. Or, si deux matrices sont semblables, donc déterminant de P-1 à P, d'après ce qu'on vient de voir, c'est déterminant de P-1 fois déterminant de A fois déterminant de P. J'utilise deux fois la formule précédente. Okay. Mais déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P. Et le produit, dans le corps K, hein, est commutatif. Donc ça fois ça fait 1. Et donc 1 fois déterminant de A, ça fait A. Autrement dit, vous voyez, si j'ai deux matrices semblables, eh bien, leur déterminant est le même. Autrement dit, le déterminant des deux matrices MB de F et MB' de F est le même. Donc ce qui me permet voilà, de trouver un nouvel invariant des endomorphismes cette fois, et non pas indépendamment de la base dans laquelle on les regarde. C'est une autre raison pour laquelle le déterminant est très utile. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère que ça vous a intéressé. Et ne manquez pas la suivante où on va faire en pratique comment on fait pour calculer les déterminants. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.